Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Cette fois, nous allons parler de ce qui se passe au Sri Lanka et comment essayer de comprendre la crise qui s'y déroule actuellement. Le Sri Lanka, comme avec le Pakistan sous Imran Khan, nous avons déjà fait un épisode sur ce qui se passe au Pakistan, est au cœur d'une bataille géopolitique pour la suprématie dans l'Asie. Mais contrairement au Pakistan où les Américains tentent de tirer Karachi dans leur camp pour foutre le bordel avec la Chine et la Russie, le Sri Lanka est davantage un micmac dont la crise est un mélange de gestion catastrophique du pouvoir en place, d'un népotisme gouvernemental et de la Chine qui refuse de payer pour rien. Mais également vous avez l'Inde qui veut en profiter pour récupérer son influence. Le Sri Lanka est plongé dans une grave crise économique avec des réserves de devises qui sont au plus bas et une dette extérieure qui atteint les 7 milliards de dollars. Cette crise économique commence en 2019, lorsque plusieurs attentats visent des hôtels et des églises pendant la fête de Pâques. C'était, je pense, le 21 avril 2019. Ces attentats font près de 258 morts, dont 45 enfants, et des centaines de blessés. La suite est évidemment logique, car le tourisme, principale source de revenus de ce pays, descend aux enfers avec une baisse de 70% des touristes depuis cette époque. Autant dire que la ténébreuse année 2020 n'a pas arrangé les choses. Les réserves de devises, principalement apportées par les touristes, ont baissé dans la foulée. Aujourd'hui, elles ne sont que d'environ 5,5 milliards de dollars. Et pour noircir le tableau, l'inflation qui touche tous les pays a crevé le plafond au Sri Lanka, puisqu'elle atteint en mars 2022 21,5%. Et en plus de cette inflation, le Sri Lanka dépend largement des importations pour ses produits de première nécessité, comme le sucre, les médicaments, le carburant, les céréales et même les légumes. Dans ce marasme absolu, on peut aussi blâmer les ONG écologistes occidentales qui ont incité le Sri Lanka à bannir les engrais soi-disant chimiques, comme si il y avait quelque chose de chimique et de non chimique. Cette interdiction d'engrais a fait chuter sa production agricole de 25% en l'espace d'une année. Aujourd'hui, le pays connaît des pénuries régulières de produits essentiels et des coupures d'électricité qui peuvent durer jusqu'à 13 heures par jour. Les conséquences de cette grave crise sont immédiates, avec une crise migratoire où des milliers de personnes cherchent refuge en Inde, mais aussi en Europe. Les migrants sri-lankais, si vous êtes européen, vous allez en bouffer. L'Inde est également concernée sur la logistique, car le port de Colombo qui est la principale ville du Sri Lanka, représente 60% des transbordements de navires indiens. Et actuellement, des milliers de conteneurs sont congestionnés dans ce port, faute d'électricité et aussi le manque de personnel. Cette congestion sri-lankaise pourrait contaminer l'Inde, qui pourrait avoir ses navires bloqués dans ses propres ports, parce que vous n'avez plus le flux qui fonctionne de manière optimale. Car ces navires indiens passent tous par le Sri Lanka. Pour compenser, l'Inde actuellement construit un hub de transportement à toute vitesse au Kerala. Mais il est de l'intérêt de l'Inde d'aider rapidement son petit voisin, car tous les problèmes risquent d'atterrir brutalement sur ses pompes. L'Inde est également le troisième investisseur direct du pays après la Chine et le Royaume-Uni, et de grandes entreprises indiennes ont investi des millions de dollars au Sri Lanka, et une instabilité croissante dans le pays pourrait provoquer des pertes importantes pour ces fleurons de l'industrie indienne. Mais au-delà de l'aspect négatif, l'Inde est dans une position ambiguë, c'est-à-dire que
Dans certains domaines, la crise du Sri Lanka pourrait profiter au royaume de l'éléphant. Le thé, par exemple, dont le Sri Lanka est le plus grand exportateur mondial. Comme il y a des coupures d'électricité très importantes, la production du thé sri-lankais s'est cassé la gueule. Ce qui fait que les producteurs indiens pourraient conquérir de nouveaux marchés comme en Turquie, au Canada, en Chine et aux USA. C'est la même chose est valable pour le textile. Le textile qui représente 50% des exportations sri-lankaises. Et des producteurs indiens de textile ont annoncé qu'ils reçoivent maintenant des commandes de la part du Royaume-Uni, de l'Europe et même de l'Amérique latine. Amérique latine où les entreprises indiennes ne sont pas du tout présentes. Mais comme vous avez une pénurie qui est provoquée par le Sri Lanka, on va dire que c'est tout bénef pour l'Inde. Mais le prix à payer en termes de réfugiés, en termes de congestion de la logistique, ne vaut pas forcément la peine que l'Inde abandonne le Sri Lanka à son triste sort. Parce que pour l'Inde, ce serait aussi une opportunité de regagner une influence géopolitique au Sri Lanka qu'elle a perdue et qui avait été gagnée par la Chine. Du côté des autorités sri-lankaises, elles tentent de jouer la carte du plus offrant, en jouant la balançoire entre l'Inde et la Chine. Et l'éléphant pèse de plus en plus que le dragon. Et la preuve, c'est que pour compenser le problème des engrais, l'Inde en a livré quelques dizaines de tonnes pour secourir le secteur agricole du Sri Lanka. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine de la crise au Sri Lanka, c'est-à-dire la baisse du tourisme, la baisse des réserves de devises. Du côté de la Chine, ça c'est la seconde partie, l'atmosphère est à la gueule de bois. Considérons le Sri Lanka comme l'un de ses principaux partenaires pour les nouvelles routes de la soie, l'Empire du Milieu se rend amèrement compte que balancer des milliards de dollars en investissement dans un pays qui est encore à l'époque médiévale n'était clairement pas une bonne idée. Actuellement, le premier ministre du Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, cherche de l'argent par tous les moyens auprès de l'Inde et de la Chine pour éviter des défauts de paiement. Mais les deux géants tournicotent des pieds et proposent à la place de l'aide humanitaire ou des flux financiers mais très restreints. Loin de la masse d'argent nécessaire pour éviter que le Sri Lanka s'enfonce dans un chaos financier absolu et que le défaut de paiement souverain apparaisse dans les prochains mois. La Chine a investi des milliards de dollars au Sri Lanka pour construire des routes, des voies ferrées, des ports ou des stations d'électricité. Le port Hambantota est un exemple de l'investissement direct de la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Mais le gouvernement sri-lankais n'agit pas assez vite au goût de Pékin. La Chine espérait que tous ces milliards de dollars investis pendant des années commenceraient à rapporter de l'argent alors qu'il n'en est rien. L'un des meilleurs exemples est le Colombo Port City, qui est le projet d'une nouvelle ville qui doit être construite sur le modèle des villes chinoises. Quand il a été annoncé, on disait que ce serait le nouveau Dubaï. Mais à la place, on se retrouve avec un terrain vague car les projets immobiliers tardent à émerger. La cause a une corruption rampante dans le pays, dans toutes les couches de la société. Plusieurs problèmes s'opposent au développement du Sri Lanka. La première est que Mahinda Rajapaksa, le premier ministre donc, a la fâcheuse habitude de mettre des membres de sa famille dans son gouvernement. Ce qui fait qu'on a des ministres totalement incompétents sur les questions internationales et qui ne peuvent pas gérer une géopolitique fragile comme le cristal entre l'Inde et la Chine. La Chine a déjà fourni des prêts de plusieurs milliards de dollars au Sri Lanka, représentant 10,5% des dettes du pays. Et la Chine serait prête à l'aider de nouveau.
elle pourrait de nouveau mettre la main à la poche si le Sri Lanka signe un accord de libre-échange avec Pékin. Mais les Sri Lankais ont toujours refusé jusqu'à présent. Et pour cause, les taxes sur les importations sont une manne juteuse pour le pays. Surtout si des ministres qui sont de la même famille possèdent plusieurs entreprises d'importation. Et c'est le gros problème quand on travaille avec la Chine, c'est qu'on doit accepter le libre-échangisme, ce qui est très défavorable pour un pays pauvre comme le Sri Lanka. Notons que c'est la même chose en pire si on travaille avec la Banque mondiale ou le FMI. Ces derniers vont vous forcer à accepter les droits de l'homme, l'inclusivité, le changement climatique et toutes ces âneries qui passent dans la tête d'élites totalement dégénérées. La Chine propose des infrastructures et de véritables moyens de développer le pays, mais en contrepartie, il faut jouer le jeu du mondialisme. Dans un accord de libre-échange, la Chine exige généralement que 90% de ses produits soient taxés à 0%. Cependant, cela va décapiter toutes les entreprises du Sri Lanka qui ne peuvent pas rivaliser. Les lois du libre-échangisme sont très claires. Pour réussir, il faut un secteur industriel et manufacturier suffisamment fort pour contrer la concurrence étrangère. Le gros problème est que ces secteurs en Sri Lanka sont tellement obsolètes que leurs machines et leurs techniques d'industrie datent encore de l'Empire britannique. Ce qui, avouons-le, ne vous est pas d'un grand secours quand vous tentez d'affronter le dragon sur son propre terrain. Actuellement, avec ces taxes d'importation, le Sri Lanka utilise donc une forme de protectionnisme. Et c'est la meilleure solution contre le libre-échangisme. Mais pour que ça marche, il faut que vos profits protectionnistes bénéficient aux entreprises locales. Alors qu'actuellement, ces taxes remplissent davantage les poches des proches du gouvernement. La Chine considère que les petits pays peuvent bénéficier du libre-échangisme, même si elle aura la part du lion, ça c'est certain. Mais les entreprises locales peuvent s'adapter, se convertir et trouver de nouveaux marchés en imitant les entreprises chinoises. Et c'est pas juste un modèle théorique. Il y a une preuve à l'appui du succès de cette approche chinoise. En 2009, la Chine signe un accord de libre-échange avec plusieurs petits pays en Asie, comme le Cambodge ou le Laos, mais aussi de grandes nations, comme l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande ou le Vietnam. Dire que ce fut difficile pour les entreprises locales de ces pays est un euphémisme. Ça a été très difficile, mais ils ont dû s'adapter, ils ont su s'adapter, se hisser au niveau de la concurrence chinoise et cela a porté ses fruits. Aujourd'hui, les entreprises dans ces petits pays asiatiques ont beaucoup de partenaires chinois qui les aident à exporter leurs produits vers la Chine. On peut citer quelques exemples. Ainsi, en 2008, les exportations du Cambodge vers la Chine étaient de 841 millions de dollars. Et en 2020, ils ont atteint 1,46 milliard de dollars. L'Indonésie, 11,3 milliards de dollars d'exportation en 2008. Et en 2020, ils ont quasiment doublé, atteignant 32 milliards de dollars. Même le petit Laos, qui totalisait seulement 470 millions de dollars d'exportation en 2008, les a quasiment quadruplés en atteignant 1,46 milliard de dollars. Mais le grand gagnant dans cet accord de libre-échange avec l'Asie, les petits pays asiatiques, c'est le Vietnam. Le Vietnam, en 2008, il avait 4,8 milliards d'exportations vers la Chine. Et en 2020, il les a littéralement multipliés par 10, totalisant 49 milliards de dollars. Maintenant, si on compare ces chiffres, c'est-à-dire que dans tous les pays, c'est du positif. Maintenant, si vous comparez ces chiffres avec la performance du Sri Lanka, on se rend compte que l'entrisme du gouvernement n'a pas marché.
En 2008, les exportations du Sri Lanka vers la Chine étaient de 10,11 milliards de dollars. Et en 2020, ils sont de 11,30 milliards de dollars, donc il y a une hausse, mais ce n'est pas non plus significatif. Cependant, on peut critiquer le modèle chinois, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte d'autres facteurs, qui est la sociologie des populations. Les peuples faisant partie de l'accord de l'ASEAN, donc c'est l'accord avec l'Asie là, ont souvent des points communs entre les ethnies asiatiques. La pulsion de vie est différente, ainsi que la logique de travail. Non que les Sri Lankais ou d'autres peuples soient des fainéants, mais ils ont une autre façon de travailler, qui n'est pas forcément adaptée au modèle chinois. C'est une vraie réflexion à avoir pour tous les pays qui veulent travailler avec la Chine. Pour cette dernière, il est évident que son modèle, basé sur le travail acharné et le sacrifice individuel, fonctionne, puisqu'il lui a permis de passer d'un pays qui mourait de faim à un pays qui aujourd'hui surpasse les États-Unis dans de nombreux domaines. Le modèle des nouvelles routes de la soie est excellent sur le papier. Dans un premier temps, les Chinois fournissent un flux massif de pognon et d'infrastructures, des routes, des centrales d'électricité, des ports et des voies ferrées qui stabilisent le pays. À son tour, cette stabilisation attire d'autres investisseurs chinois et même d'autres investisseurs tout court et des groupes de plus en plus puissants. Et donc, on a un cercle vertueux qui se met en place, même si la Chine est toujours gagnante dans l'affaire. En revanche, ce modèle est mis à mal, car si le flux financier massif des routes de la soie arrive dans des pays gangrénés par le clientélisme, la corruption, le népotisme, alors tout cet argent va simplement remplir les poches de quelques-uns et créer de véritables oligarchies qui vont continuer à appauvrir le pays. On peut parler du Sri Lanka, mais c'est aussi le cas de plusieurs pays africains où les Chinois sont aujourd'hui désabusés par le manque de volonté et la corruption systématique de ces pays. De plus, le secteur manufacturier du Sri Lanka est en déclin constant depuis plusieurs années. Et donc l'arrivée de produits chinois de meilleure qualité et moins chers ne leur laisserait pas la moindre chance de s'en sortir. Pour rivaliser avec le Made in China et ses accords de libre-échange, il faut un État fort et une industrie prospère. Deux piliers, malheureusement, qui manquent cruellement au pays. En plus du mécontentement de la Chine concernant les performances économiques du Sri Lanka et de l'absence de retour sur investissement, on a aussi le volet géopolitique. À chaque début d'année, le ministre des Affaires étrangères chinois commence sa tournée diplomatique par l'Afrique pour montrer que, entre guillemets, la Chine et l'Afrique ont un destin commun. Fermez les guillemets. Et pour 2022, Wang Yi, donc le ministre des Affaires étrangères chinois, s'est rendu notamment aux Comores, au Sri Lanka, mais également aux Maldives. Et à l'occasion de ce voyage, la Chine a annoncé sa volonté de créer le China Indian Ocean Council, CIOC, qui regrouperait des pays dans l'océan Indien. Ainsi, ce nouveau bloc pourrait inclure Zanzibar, les Seychelles, les Comores, l'île Maurice, Madagascar, les Maldives, le Sri Lanka et peut-être même Singapour. Dans l'Afrique de l'Est, on aurait Djibouti, l'Érythrée, le Yémen, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, le Kenya, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Dans le Golfe, ce conseil de l'océan Indien pourrait inclure le Bahreïn, le Koweït, le Sultanat d'Oman, le Qatar, les Émirats, l'Irak, l'Iran et le Pakistan. Et enfin, dans l'Asie du Sud, vous avez également des pays comme l'Inde qui refuseraient, mais bref, vous avez aussi l'Indonésie, le Bangladesh, la Malaisie, le Myanmar et le Timor-Leste. Dans un premier temps, ce conseil chinois de l'océan Indien accueillerait des relations formelles. Ensuite, ça deviendrait bilatéral. Et ensuite, ce conseil pourrait devenir un bloc de forums économiques. Dans le jargon chinois,
bloc de forum économique signifie une zone de libre-échange. Et donc, ce que les Chinois veulent faire dans l'océan Indien, avec les pays de l'océan Indien, c'est ce qu'ils ont fait sur le modèle de la CECC. Le CECC est un forum économique, donc une zone de libre-échange entre la Chine et les pays de l'Europe centrale et ceux de l'Est. Et ça marche plutôt bien. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Avec ce China Indian Ocean Council, l'ambition de Pékin est de dire que si l'Inde fait quelque chose, alors la Chine peut le faire en mieux. En effet, historiquement, l'Inde a toujours considéré l'océan Indien comme sa zone d'influence exclusive. En même temps, faut pas oublier que c'est l'océan qui porte son nom. Cependant, les tentatives indiennes de créer des blocs économiques et commerciaux ont toujours échoué pour les mêmes raisons que l'échec du Sri Lanka de se moderniser avec l'aide chinoise. C'est-à-dire que les pays et les peuples peuvent convenir rarement à un modèle de développement unique. Il faut un développement pour chaque pays. Et la Chine est en colère contre le Sri Lanka parce que dans le cadre de ce CIOC, ce Conseil de l'océan Indien, c'est le Sri Lanka qui devait en prendre la tête. La Chine devait rester en retrait, mais c'est le Sri Lanka qui devait le piloter, qui devait le guider. Le problème est que les membres du gouvernement Rajapaksa, donc le Premier ministre là, sont davantage occupés à assouvir leur ambition personnelle et surtout, ils n'ont pas les capacités politiques et intellectuelles pour gérer un tel projet géopolitique de haut volet. L'ambition est très grande. Et au-delà du manque de compétences, on a aussi la chaise inconfortable du plus offrant. Ben oui, comme le Sri Lanka ne veut pas se fâcher avec l'Inde ou la Chine, alors il est normal qu'il n'appuie pas sur l'accélérateur de la géopolitique qui émane de la cité interdite, parce que ça risque de provoquer un barrissement furieux du camp d'en face. Dans l'immédiat, le Sri Lanka a surtout besoin de fric, et ce, en très grande quantité. Sinon, les troubles vont apparaître avec un mécontentement de la population qui risque de créer des pillages, des émeutes, et cela va nuire à la fois aux investisseurs chinois et indiens. Quand on voit ce qui se passe au Pakistan, il ne faut pas que le Sri Lanka devienne une nouvelle zone d'instabilité qui contribue à aggraver le désordre mondial pour le grand bonheur des Américains, qui, pour une fois, ne sont pour rien dans ce merdier, mais qui seraient bien contents que leurs adversaires soient ralentis autant que possible, parce que la Chine est empêtrée dans le bourbier du Sri Lanka, mais il y a aussi d'autres pays dans la même situation qui ont du mal à se développer et qui contrecarrent les ambitions parfois hégémoniques de Pékin. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.